on a empêché Roger de partir, je vous dis comment on est. Mais oui, mais il y a mon jeu. Il y a le jeu de Virginie, on s'est dit qu'on était un peu nombreux. Et puis je veux le gagner. Je veux voilà un homme motivé. Les pourquoi de Virginie, ces questions qu'on se pose jamais et pourtant on cherche des réponses. Les pourquoi, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Hein, Elle se les pose, c'est déjà bien. Alors allons-y. On commence tout de suite par ça. Alors, pourquoi, Jean-Luc, la dernière fois, vous m'avez réclamé des expressions. Oui. Du coup, expression. Ah, bien Virginie, bonne élève. Expression, c'est bien. Hein. Expression, ça te plaît aussi? Oui. Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur? Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur? Pourquoi dit-on que... Parce que l'argent n'a pas d'odeur, dans la logique, c'est qu'on ne va pas faire la grimace sur l'argent. Ça n'a pas d'odeur. À mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. veut dire ça. Ça veut dire à la base, ça veut dire ça. Quoi qu'il arrive, l'argent n'a pas d'odeur, peu importe comment... Oui, mais alors, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a une odeur dans ce cas-là. C'est-à-dire, si l'argent n'a pas d'odeur, qu'est-ce qu'il y a une odeur? Qu'est-ce qu'il y a une odeur? Christian, Roger, merci de m'aider. Moi, je crois ça. Moi, je toi, tu sais. Vous savez, pardon, C'est pour Roger. ça qu'il est resté. Non. Comment il tape? Elle dit à Roger, restez pour mon jeu, restez pour mon jeu. Il est gentil, il reste pour son jeu et derrière, voilà ce que c'est d'être gentil. Il est gagné, ça c'est vrai. J'avais envie de gagner. Donc, alors, reprenons. Pourquoi dit-on l'argent n'a pas d'odeur? Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur? Parce qu'il y a quelque chose, forcément, qui a de l'odeur. Mais qui pouvait rapporter de l'argent. Ah, alors, et qui pouvait rapporter de l'argent. Ah, quelque chose qui a de l'odeur et qui pouvait rapporter... Des parfums? Des épices? Non, ça sent bon, ça, en plus. Bah, c'est une odeur. Non, une mauvaise odeur ou on parle de mauvaise odeur? Ah, là, on voit peut-être qu'il y a des écus. Et l'écu n'a pas d'odeur, c'est ça? Ça sent la ferraille ou... Non, je sais pas. Les écus n'ont pas d'odeur. Oh, les écus n'ont pas d'odeur. J'ai dit ça? Parce que certains billets avaient une odeur, portaient une odeur. Non. C'est quoi ces pièces d'or? C'est des écus, ça? Qu'est-ce qu'on a vu là? C'était des pièces. C'était pour montrer qu'il y avait un trésor, quoi. Des pièces. Du dernier siècle, avant-dernier siècle. Oui, Roger, on va laisser Roger. Oui, ça je m'en souvenais, je sais pas quoi, mais je crois qu'il y avait une taxe sur les Vespasiennes, il me semble, dans le temps. C'était à l'époque des Romains, non? Alors, c'était, oui, c'était pas une taxe sur les Vespasiennes, c'était une taxe sur l'urine. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire quand on faisait pipi, on payait. En fait, c'était l'empereur romain, Vespasien, qui avait décidé, donc on le voit en photo, un bel homme, qui avait décidé de taxer et de mettre un impôt sur la récolte de l'urine, parce qu'on utilisait l'urine donc des toilettes publiques pour dégraisser la laine. Donc les tanneurs utilisaient l'urine pour dégraisser la laine. Et il s'est dit, on va mettre un impôt dessus. Ça n'a pas plu à son fils, Titus, qui est très sympa, mais ça ne lui a pas plu. Et donc du coup, son père lui a mis des pièces sous le nez en lui disant, est-ce que l'odeur t'importune? Non, l'argent n'a pas d'odeur. Ah, d'accord. Et c'est ce Vespasien qui a donné son nom aux Vespasiennes que bravo, Roger. on voit à l'écran d'ailleurs. Wow, mais c'est un concept, votre rubrique aujourd'hui, Virginie. On a des photos. Un véritable on voit concept. Monsieur Vespasien, on voit Madame. Et là, c'est quoi, là? C'est une Vespasienne. Ces petits monuments qui ont été retirés des villes. Il y en a encore quelques-uns. J'en ai vu à Grenoble cet été. Voilà, rue Manjou. Ah bah c'est là qu'on voit qu'on vit, parce que vous ne connaissez pas ça? Non. Manjou. Je suis un gamin. Oui. Donc à Paris, oui, rue Manjou, il y a encore une Vespasienne. Donc Roger, on peut dire qu'il a. Moi, je trouve. Bravo, Roger. Franchement. Alors, Roger, vous en voulez une deuxième pour la route ou pas? Allez, juste avant. Allez. Et après, on libère Roger, promis. Et après, on libère Roger. Pourquoi dit-on, je cache la réponse, Roger? Non, mais je vous ai vu. Pourquoi dit-on, le jeu n'en vaut pas la chandelle? Alors, parce que je suppose qu'à une époque, pour jouer, on faisait brûler une bougie et quand la bougie s'éteignait, un peu comme dans les ventes au truc, le jeu s'était terminé. Voilà. Quel jeu? Le jeu. Regarde, je dois trouver le nom du jeu aussi. Ah oui. Alors, un jeu de cartes, un jeu de cartes? Non, c'est pas un jeu pour jouer. Les jeux des Romains, les jeux. Un jeu de quoi? Non. De hasard? Un jeu qui n'est pas pour jouer, c'est quoi un jeu qui n'est pas pour jouer? Par exemple, un acteur joue. Ah oui, donc voilà, comédie. C'est un rapport avec le théâtre. Parce que on allumait toujours, on jouait avec les candélabres, avec le bougie allumée. Donc ça voulait dire que l'acteur vraiment ne valait rien, puisque on a brûlé des chandelles pour rien. On a brûlé des chandelles pour rien. Très bien. En même temps, pas pour Rabanne, une certaine culture. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Franchement, quel voyage?
Non, de Vénétie. Il habite à Metz. Non, j'habite Sablon, le voyage. Oui, mais Jean-Luc, avec les travaux qu'il y a en ce moment. Avec les travaux, c'est que Jean-Luc, il met 2 heures. Moi, j'ai toujours en vélo, je circule quand même. Ne me questionnez pas sur les travaux. Vous savez qu'il met pratiquement 1 heure pour aller jusqu'au Palais des Gouverneurs, qui est à 300 mètres d'ici, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc, il a des raccourcis. Mais vous allez l'oublier, Jean-Luc? Oui. Merci Virginie pour tout cela. Je rappelle quand même la réponse. Ah oui, non mais c'était super ça. On éclairait les théâtres à la bougie. Et donc, si le jeu était mauvais, si la pièce de théâtre... C'est chez vous ça? Oui, à la maison dans ma cave. C'est sympa, oui. Ah, bien. Si le jeu était mauvais, la pièce du théâtre était mauvaise, ça coûtait très cher, donc ça n'en valait pas la chandelle. On a appris quelque chose. Là, on a appris voilà. Alors, c'est pas rapide. La durée d'un acte était d'ailleurs calculée 30 minutes, le temps d'une bougie. Que se consume la bougie. Voilà. Vous êtes trop fort pour moi. Moi, je pense que je pourrais plus continuer à ne pas au prochain jeu parce qu'il va gagner tout le temps. Non, il ne faut pas l'inviter trop souvent. Parce que c'est ma partie. Donc, vous n'hésitez pas, vous à la maison, si vous voulez nous envoyer quelques pourquoi, vous pouvez nous les proposer sur Facebook et Twitter. Alors, avant de libérer Roger, vous avez un dernier sujet, parce que je vais revenir avant de donner la parole à Christian pour parler de la lutte contre le sida. Moi, je voudrais qu'on termine la rubrique tendance. Quel était le couturier que nous n'avons pas vu? Alors, justement, c'est l'événement de la mode cette année, l'événement du XXe siècle. Bon, c'est ce que eux ils disent. Maintenant, vous allez voir que vous connaissez toutes et tous H&M. Oui. Alors H&M va rentrer la collection Martin Margiela et c'est enfin disponible aujourd'hui dans 230 points de vente. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand vous allez voir le stylisme et ce que ça comporte tout autour de cet événement. Ça marche bien quand même. On y va. Après de longs mois d'attente, la collection de Maison Martin Margiela pour H&M est enfin disponible aujourd'hui dans 230 points de vente dans le monde. Avec cette nouvelle collaboration différente des autres puisqu'il s'agit à la base d'une marque moins accessible s'adressant à des initiés, H&M a su créer l'excitation à travers une communication hors norme diffusée au compte-gouttes via les réseaux sociaux. Manifestations sous forme d'happening dans de nombreuses villes, de Mexico à Toronto, en passant par Londres et Paris, des clips dévoilant tout doucement la collection, des making-of de la séance photo, une soirée exceptionnelle à New York avec présence de célébrités, performance artiste signée Anne-Theresa de Kirsmaker. Tout a été mis en œuvre pour susciter l'envie et provoquer un engouement chez les fans, prêts à faire la queue dehors pendant des heures pour se procurer une pièce inédite de cette collection, composée de rééditions de vêtements et d'accessoires emblématiques de la maison depuis sa naissance en 1989. Nous étions très excités de venir assister à la première de la collection Martin Margiela avec H&M et on est hyper contents de voir à quel point la collection est conceptuelle, déstructurée et le nombre de vêtements qui sont en même temps tellement portables, beaux, des épaulettes, extrêmement stylés. Martin Margiela était vraiment une marque haute couture, de mode et que H&M s'associe avec cette marque, c'est de la démocratiser un peu plus et donner accès à nous sur des modèles qui sont en plus des reproductions originales. Donc c'est un grand bénéfice et un grand plaisir. Ce qui est fou, c'est que en fait, ce sont des reconductions de modèles qui ont déjà existé il y a X années. Et c'est hallucinant de voir que c'est quand même complètement intemporel et en tout cas en accord avec la mode actuelle. Martin Margiela, c'est la dernière grande révolution dans la mode. Donc 1989, une autre manière de concevoir le vêtement, de détourner les codes, de recycler. Voilà, c'est la dernière révolution mode du XXe siècle. Pas mal, hein, franchement pas mal. Hein. C'est l'événement. Alors bon, bah voilà, Martin Margiela, c'est toujours des styles assez sympas. Oui. Allez voir, vous verrez. Ça va plaire. Ça va énormément plaire, et même au niveau tarification. Alors c'est pas mal. Bah, si c'est chez H&M, ça sera à la portée de tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est surtout ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est l'événement, parce que ça sera à la portée de tout le monde. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'avais vu quelques prix, justement. Libération avait fait paraître sur des pages photos la semaine dernière quelques modèles, des manteaux à 130 €. Donc voilà, des très beaux manteaux. De créateurs quand même à ce prix-là. C'est pour ça que je disais
tout de suite en début de reportage, c'est une révolution. Mais il y aura beaucoup de stock ou c'est quelques modèles? Oui, il y aura du stock. Jean-Mi, qu'est-ce qu'on a comme complément d'infos aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des extensions, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'était simplement pour vous dire qu'en matière de choix de couleurs, aujourd'hui, vous avez le choix dans tout type de couleurs. Et tout type de centimètres au niveau des rallonges. Vous pouvez avoir de 20 à 40 centimètres, peut-être jusqu'à 60 sur des commandes exceptionnelles, mais notamment des couleurs vives. C'est les couleurs que les stars portent finalement, puisqu'elles se font Rihanna, souvent, elles se font pas colorer, décolorer, redécolorer. Elles confectionnent avec ce genre d'extension, et ça se voit beaucoup. En ce moment, les couleurs phares, on en parlait tout à l'heure, on avait du vert, on a du rose. Ce sont les couleurs que les stars de rock, les stars comme Rihanna, pop rock, portent à l'heure d'aujourd'hui. C'est bien, ça permet de changer de style comme ça. Exactement. De temps en temps, elles peuvent les enlever, en remettre d'autres, elles peuvent remettre de la couleur naturelle, elles peuvent s'amuser tranquillement. C'est bien de porter par exemple un vêtement très classique comme on l'a vu tout à l'heure avec c'est vrai que c'est chouette. Bien sûr. Et la deuxième chose au niveau des cheveux dont je voulais vous parler, on me pose souvent la question, et qu'est-ce que vous pensez des coupes effilées? Alors la coupe effilée, ça peut sur un cheveu fin apporter du volume, et sur un cheveu épais, ça peut vider la masse superficielle. Alors il faut que ce soit bien fait, mais quand c'est bien fait, ça donne ça. Si on regarde les images, voilà. Regardez. Ah, ça, c'est de cheveux qu'on doit regarder. Oui, mais j'ai exprès choisi cette photo. Vous faites exprès, ça, je suis sûr que vous faites exprès. Les transparences, on en parlait tout à l'heure. Vous voyez, on est dans la transparence. Alors, ça, c'est une coupe qui, à la base, elle a été effilée pour avoir du volume, du mouvement. Et je trouve ça plutôt sympa, ça vise. Ça va bien sur les cheveux courts. Ah ouais, sur les cheveux courts. Même sur les cheveux longs. Même sur les cheveux longs. Ça marche très bien sur les cheveux longs aussi. On peut voir la photo suivante, s'il vous plaît. Sur des bases un petit peu carrées, beaucoup plus sages. Elle est pas mal, cette coupe, je trouvais. C'est un peu plus rangé, plus classique, mais c'est effilé aussi. Voilà ce que c'est la coupe effilée. Et aussi, regardez, tout le monde la connaît, Victoria Beckham, avec une base carrée qui a été effilée à l'arrière pour avoir cette sensation de volume et le côté... On a peur souvent de l'effet queue de rat quand on effile trop les cheveux. À éviter le rasoir. Quand votre coiffeur prend un rasoir et veut vous les couper au rasoir, on dit non. On dit... Je préfère pas. On le tape. Parce que non, vous le tapez pas. Attendez, le pauvre. Il essaye de vous faire belle. On le tape pas. Mais non, s'il arrive avec un rasoir. On se méfie. On se méfie parce que souvent le rasoir, ça laisse des traces comme un côté un petit peu queue de rat dans les pointes. La maîtrise aujourd'hui de l'effilage, c'est uniquement le ciseau droit. Si votre coiffeur effile avec le ciseau droit, c'est un très bon coiffeur et vous aurez de très bons résultats. C'est quoi des ciseaux pas droits? Sculpteur avec les dents. Ah oui, d'accord. Ça, sur des cheveux longs ou sur des coupes un peu comme on vient de voir, ça empêche d'avoir un beau volume, et le rasoir à lame pleine aussi à éviter. Ça, c'est les derniers conseils. Autrement, si votre coiffeur vous dit une coiffure avec une coupe effilée et qui maîtrise bien le ciseau droit, laissez-vous faire, vous aurez un excellent résultat, mode et pratique à recoiffer. On va parler de la lutte contre le sida dans quelques secondes. Avant cela, avec Virginie, on va faire une petite balade. Au niveau frisson, qu'est-ce que l'on a à proposer à nos amis aujourd'hui? Du vélo. Du vélo? Oui. On a vu du ski hier, c'était assez impressionnant quand même, les images que vous avez montrées. Oui, c'était de très très belles images. Là, c'est une compétition de freeride mountain bike. Ça, c'est le nom, c'est le World Tour 2012. Alors, ça se passe à Vienne. Bon, c'est des jeunes avec des vélos qui font donc toujours des acrobaties, mais c'est toujours aussi spectaculaire.
Pour le côté frisson. Joli sourire. Ah oui. J'aime bien le petit garage là. Ok, merci pour ces belles images. Peut-être si on a encore le temps tout à l'heure en fin d'émission, mais entre-temps, on a encore quelque chose à vous annoncer parce que c'est important que vous soyez mobilisés les 30 novembre et 1er décembre. C'est les journées de lutte contre le sida. Alors pour en parler, nous avons avec nous Christian G. Je rappelle qu'il est le président de Aide Territoire Lorrain, on peut dire. C'est ça, oui, c'est ça. Cette notification-là. Christian, moi je voudrais faire un point, en tout cas déjà au niveau de la Lorraine, au niveau des cas de sida en Lorraine. Combien est-ce qu'il y a aujourd'hui de cas recensés en Lorraine ? Alors, aux derniers chiffres, c'est autour des 1360, 1384 séropositivités pour les 4 départements de la Lorraine. Sachant que les départements, bien sûr, les cas sont très différents d'un département à l'autre. Et quels sont les messages que vous voulez faire passer ? Parce qu'on est plutôt dans une émission où on essaie d'apporter des nouvelles qui sont plutôt de bonnes nouvelles. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, alors il y a toujours trop de cas, il y a toujours trop de morts, on est tous d'accord, mais est-ce qu'on a l'impression que chacun a bien pris conscience ou est-ce qu'on recule ? Je pense que les campagnes ont porté leurs fruits et puis il y a toutes les avancées thérapeutiques qui sont quand même pour nous un point d'appui et d'optimisme évident. Depuis 96, l'arrivée des antiprotéases, des trithérapies. Rien que l'année 96 a permis une chute de 25% de la mortalité liée au sida. Et puis depuis, il y a un certain nombre, bien sûr, que les chercheurs continuent, même s'il n'y a pas de solution encore miracle, qu'on ne guérit pas de la séropositivité et du sida. On a allongé la vie, les molécules se sont affinées, ont moins d'effets secondaires, il y a plein de bonnes choses. Donc ça avance, que cette lutte contre le sida avance. La lutte, disons matériellement, médicalement parlant, avance. Ce qui est peut-être là moins optimiste, je dirais, c'est l'aspect psychologique, les vieux tabous qui pèsent toujours sur cette maladie. Quel genre de tabous ? Les tabous, c'est toujours, vis-à-vis du monde des gens contaminés, c'est toujours cette stigmatisation, cette mise à l'écart, discrimination qui se fait quand même, qui est violente, par exemple au niveau du travail. Il faut savoir que quand même 46% des séropositifs seulement travaillent. Pas mal se sont fait quand même licencier, bien sûr pour des motifs qui ne sont pas bien sûr ouvertement déclarés à la maladie, mais perte de rendement. Absence répétée lorsqu'il s'agit d'aller faire des prélèvements, etc. Le soin est très difficile pour la maladie, disons dans le monde du travail régulièrement. Ça pose de réels problèmes de soigner sans avoir justement à le déclarer. Donc il faut bien continuer la lutte, c'est-à-dire qu'il faut quand même se protéger. Et je pense que sur ces 2 journées, vous allez accentuer. Ça va être des dons, je crois que c'est des journées où on doit absolument penser à faire un don pour la lutte contre le Oui, le entre sida. Autres, bien sûr. Il y a cet aspect-là. Il faut le faire toute l'année, mais là, vous attirez l'attention du public là-dessus, on est d'accord ? Oui, des dons. Et puis c'est surtout, ça sera l'occasion aussi d'insister sur l'aspect dépistage dans le plan VIH-Sida 2010-2014. L'axe numéro 2 majeur, c'est justement le dépistage. Parce que on a quand même... Là, on a une photo, une image où on voit quelqu'un qui présente son doigt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dépister simplement avec une petite... comment ça s'appelle ? Lancette, une petite lancette. Voilà. C'est ce qu'on appelle les TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique, qui se font donc sur globalement une demi-heure avec un pré-entretien, le geste technique, on récolte le sang, on met les réactifs et ensuite l'annonce du résultat et le post-entretien. Alors partout où les associations comme Aide ou Médecins du Monde, qui sont les 2 associations habilitées par les ARS, sont là, c'est-à-dire on peut le faire chez nous en délégation de rue Lafayette. Et pendant la journée, justement les 2 journées, il y aura la camionnette de Aide, la camionnette du collectif Messin, nous serons à plusieurs à pouvoir justement assurer soit le dépistage rapide, soit le dépistage classique, c'est-à-dire le ELISA, les tests classiques. Qu'est-ce qui va se passer sur la Lorraine en particulier, donc sur Metz, les 30 novembre et 1er décembre ? Alors ça commence exactement le 29. Le 29, c'est sur le campus universitaire, donc il y aura une mobilisation par les étudiants qui ont pris en charge même avec le médecin responsable du campus Saulcy et Bridoux. Et le 30, donc, il y aura diverses opérations qui commenceront très tôt à la gare pour l'arrivée des trains du matin, 7h30 sur le créneau, 6h30, 7h30.
distribution donc de kits, etc. Et puis ensuite, le dépistage qui commencera de 10h donc à 19h. Et la prévention est toujours au cœur de ce genre d'événement ? Oui, bien sûr, la prévention est toujours au cœur, c'est évident. Mais seulement la prévention, bon, on a évolué. Ça ne veut pas dire qu'on gomme, parce que parfois c'est mal ressenti. Oui, on n'a pas dit à nos amis, mais ce sont des préservatifs que nous avons là, que nous allons vous offrir pour quelques milliers pour que vous puissiez les donner. Il ne faut jamais oublier. Bien sûr, pour ce don. Oui, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier. Seulement, bon, on sait très bien que le préservatif, on n'aurait pas le taux de contamination qu'on a toujours actuellement s'il fonctionnait si bien. Bon, on ne peut pas parler de faillite du préservatif, mais malgré tout, il y a des conduites qui font que, bon, il y a eu des relâchements, donc la contamination est quand même forte encore. 50 000 séropositifs en France qui s'ignorent, sur 150 000 à peu près. C'est quand même un tiers de gens qui ignorent leur séropositivité. Donc voilà, donc le dépistage va justement cible ces populations un petit peu plus à risque, HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Les migrants aussi, qui viennent d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est, et puis les populations qu'on dit à risque aussi, les usagers de drogue, les prostituées, les travailleurs du sexe, etc. D'accord, bien écoutez, nous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous offrir ces quelques... Alors je ne sais pas combien vous allez recevoir, mais vu les quantités qu'ils ont mis de côté pour vous, je pense que vous allez pouvoir c'est bon, il y a de quoi faire. Distribuer. Et R voulait justement être partenaire sur cette journée-là. C'est très bien, c'est sympathique au possible, au contraire. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire avant que je passe la parole à Virginie ? Est-ce qu'on a fait le tour, grosso modo ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ? Le tour, je pense que pour le moment, souvent, on nous pose la question. Il y a ce qui pose problème souvent, c'est il y a des zones d'ombre sur l'avancée dans la lutte contre le sida. Certains pensent que les antirétroviraux sont des guérisseurs, ils sont que des palliatifs. Et ça, c'est souvent quand même le message qu'il faut, je pense, faire passer avant tout. On ne guérit pas encore. Voilà, on ne guérit pas du sida. Il y a pas on essaie de trouver le vaccin. C'est sur la bonne voie en attendant. C'est sur la bonne voie. Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas relâcher les efforts, c'est-à-dire qu'il faut se protéger. Exactement. Oui, et puis il y a tous les enjeux aujourd'hui politico-économiques qui viennent, les politiques de santé, vu l'état de l'économie, elles ne sont plus toujours au top. Il y a quand même une récession énormément au niveau des crédits à la recherche. Donc, bien sûr que on essaie d'aller vers le maximum d'une guérison possible, mais bon, c'est encore sans doute loin. Le message cette année, c'est zéro. Bon, c'est très optimiste, c'est bien. Zéro contamination, zéro. Mais pour ça, il faut que tout le monde prenne bien conscience qu'il faut se protéger. Mais bon, c'est très bien. Le plan VIH-Sida 2010-2014 dit déjà pour ces 5 ans, essayer d'arriver déjà à 50% de chute de contamination. Et on est à combien là ? Les contaminations par an, elles tournent autour quand même des 7000 en France. C'est 7000 nouveaux cas chaque année. Oui, donc il faut aller se faire dépister, je crois aussi. Voilà, donc le dépistage, c'est la solution, bien entendu. Dépistage précoce, parce que plus on se fait dépister, si malheureusement on est contaminé, il vaut mieux être pris au départ, c'est-à-dire lorsque les CD4, les populations lymphocytaires ne sont pas encore trop effondrées, parce qu'après c'est très difficile, même avec un traitement, de remonter les lymphocytes. Donc oui, le dépistage précoce, c'est ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, souhaiter dans cette lutte contre le sida. Merci beaucoup Christian d'être venu une fois de plus nous alerter, nous dire que finalement la lutte elle n'est pas finie. On a tous intérêt à se protéger. Merci. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, oui, voilà. Je pense que c'est surtout ça. Virginie, est-ce qu'on a quelques vues sur le net pour terminer sur une note aujourd'hui, les pourquoi, les frissons, les vues sur le net. C'est votre émission aussi, donc il faut aussi que vous puissiez tout savoir. Allez, alors allons-y, vues sur le net. Allez. Sur des exploits, des records. On va commencer avec un homme. Alors on a quelques photos, on n'a pas de vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo. C'était un homme avec des abeilles. C'est un apiculteur. Essayez de deviner combien. Alors c'est en poids, on n'a pas pu les compter, combien d'abeilles il a réussi à mettre sur son corps. Et pourquoi il fait ça ? Combien d'abeilles il a sur son corps ? C'est lui qu'on voit debout là ? Oui, exactement. Là, il a facilement, au poids de l'abeille, je veux dire 50 kilos, non ? Bien plus que ça. Bien plus que ça ? Bien plus que ça. 10 000 abeilles ? Alors c'est en poids. Elle dit qu'elle n'a pas compté. Donc, on ne peut pas les compter. 50 kilos, c'est plus, je sais pas moi, 100 alors ?
Plus, on parle en tonnes. Oui, mais il ne peut pas tenir une tonne sur lui tout seul. Alors, c'est des abeilles. Hein, oui, mais une tonne d'abeilles ou une tonne de fer, ça reste une tonne, quoi. Donc, s'il a une tonne sur lui, il ne tient pas. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est des abeilles, donc il en a le corps recouvert. Vous voyez, il a juste les narines qui sont... On va dire qu'il en a plusieurs kilos. Parce que juste, qu'est-ce qu'il est devenu après? Il se gratte. Ça, c'est sûr que le pauvre. Il faut faire attention, ne faites jamais ça. Hein. Jamais. Jamais. Non, c'est un apiculteur, attention, lui, il a l'habitude. Les abeilles sont directement sur sa peau? Oui. Exactement. Je pensais qu'il avait une combinaison, je suppose. C'est pas même la peau, c'est si. Les abeilles sur sa peau. Sur le visage, c'est sur la peau. On voit la photo si vous voulez. Ah ouais? Regardez, c'est sur les sa bras. peau. Ah oui, c'est sur sa peau. Ah oui, en plus, lui. Ah non, je jouais même pas à ça à quart de seconde. 36 kilos. Ah, 36 kilos. Donc, 36 kilos d'abeilles, donc sur son corps. Non, mais je voulais savoir si vous étiez réactif, c'est tout. Une tonne, il ne tenait pas. Non. Une tonne, c'est une tonne, de la plume. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Moi, je suis tombée dans un piège de Stéphane Suarez la semaine dernière. Oui. Mais bon, comme il n'est pas là aujourd'hui, c'est vous qui avez pris. D'accord, elle a voulu se venger sur nous. Voilà, c'est ça. Combien de tonnes? On passe à un exploit, alors réel ou pas, vous allez me donner la réponse avec un Chinois qui fait du yo-yo. Voilà. Mais tout ce qui est asiatique chez nous, c'est Jean-Michel Faratra. Ah oui, normalement c'est moi la spécialité, mais bon. Regardons. Alors. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah oui, c'est énorme. Bravo. Ah ouais. Et chaque fois il boit un coup? Oui. Ah oui, bravo. C'est pour ça qu'il est alcoolique. Ça, c'est sûr. Et là, vous attendez de nous quand vous dites si c'est vrai ou pas? Oui, un doute plane sur cette vidéo. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ah, pour moi, il l'a fait. Hein. Il l'a fait? Il a fait sauter la serviette. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. C'est un... Ah, vous nous demandez. Pour moi, il l'a fait aussi. Ah, mais bien sûr. On peut le revoir. Le mouvement de la nappe ne vous paraît pas suspect? Mais c'est pas une nappe. Ah, si, c'est une nappe. Si, c'est une nappe. Elle est un peu tirée par le haut quand même. Ah, oui. C'est un piège. Je me demande si Sylvain Jusant n'est pas dans le coup. Sylvain Jusant. On lui en parlera, il sera là vendredi ou lundi. Ah, mais il était avec nous lundi. Je suis un peu au niveau du planning. C'est pas lui qui est déguisé en asiatique? C'est ça. Je demanderai. C'est bon, on a fini, Virginie? Comme vous voulez. Si on a encore un, on a 1 minute 30. 1 minute 30, alors... Vite, un record du monde, mais vraiment ridicule, mais qui n'est pas facile à faire quand même. L'homme qui se tait le plus grand nombre de fois dans son slip. Alors vous allez le voir, c'est demoiselle essaye. Moi je voulais vous faire essayer aussi, je voulais vous apporter un slip. Non, mais on n'a pas le temps. Non, pas fin de journée non plus, c'est trop dur. Mais est-ce que c'est plus simple avec une petite culotte? Avec une petite... Là on rigole plus là. Allez mon gars. Allez mon gars. Pourquoi ils lui ont fait faire ça? Vas-y mon gars. Vas-y mon gars. Oh là dis donc. Mais pourquoi ils lui font faire ça? Et voilà le recordman. C'est un Français. Le matin déjà au moins pour se préparer là. Il perd pas de temps. Il gagne déjà du temps. Jean-Luc, très bien. C'est pas bien dans ses baskets, c'est bien dans son... Oui, c'est la fête du slip. C'est fini. Donc, record du monde en 1 minute, combien de sauts dans son slip? En 1 minute? Disons qu'il en est fait en 1 minute. Allez, 3 secondes. Allez, 30. 27. C'est pas loin. Bravo Jean-Luc. Vous voyez, malgré l'âge, ça fonctionne vachement bien. Vous avez déjà essayé apparemment. Oui. Je suis sûr qu'il doit s'entraîner. C'est mon record là, je vais faire 29 dès demain. Je me mets à l'entraînement. Tout de suite, vous les voir. Vous avez aussi le droit de me croire et pas toujours de vouloir voir. Chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je pense que c'est bien. Moi, je ne crois que ce que je vois. Demain, c'est Marie-Paul Valve qui sera avec nous. Merci Jean-Mi. Il n'y a pas de problème, c'est un plaisir. Christian. Merci Christian. Merci Virginie, à demain. À demain avec Marie-Paul. Bye bye, chers amis. Bye bye, n'oubliez pas. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.